Bienvenue dans Vue sur la planète. Notre invité, un architecte, urbaniste, écologiste, futuriste, Vincent Calbot, bonjour. Bonjour Audrey. J'aurais pu ajouter utopiste, mais vos projets qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction, vous allez voir, ont été étudiés aux Nations Unies, au Parlement européen, on va en parler, mais d'abord parlons de vous. Adolescent, vous rêviez non pas d'être architecte, mais d'être horticulteur. En fait, vous étiez passionné par le jardin de vos parents et aussi par le verger de vos grands-parents. Oui, j'étais en fait passionné par la nature et par l'analyse en fait des cycles que l'on peut retrouver dans la biologie, dans le biomimétisme, comme on appelle ça aujourd'hui. Et j'ai toujours été inspiré finalement par toutes ces formes, toute cette structure, toute l'intelligence des matériaux et des boucles de rétroaction qu'on pouvait retrouver dans les écosystèmes. Et donc, c'est vrai que autant quand j'étais enfant, je construisais finalement des cabanes dans les arbres, qu'aujourd'hui j'essaye de construire finalement des jardins suspendus sur des cabanes habitées géantes. Très élaboré. Mais vous rêviez déjà à l'époque, pourtant, d'habiter un jour à Paris. Alors, rêve réalisé après des études d'architecte à Bruxelles. Et si vous appartenez à une génération élevée avec toutes les prévisions les plus anxiogènes, vous dites « Mon métier d'architecte m'a permis de faire des propositions pour sortir de cette logique de crise imposée ». Oui, donc la logique, c'est vraiment de passer de ce constat anxiogène au carrefour d'une crise écologique, d'une crise économique, d'une crise politique parfois, et d'être force de proposition et de dire non, je ne vis pas dans ce carrefour de crise, je vis une rotule extraordinaire où nous sommes en train de passer finalement du capitalisme du XXe siècle, basé sur l'accumulation des biens matériels, vers peut-être ce qu'on appellera un jour le solidarisme du XXIe siècle qui est basé sur l'accumulation des innovations sociales. Et donc, aujourd'hui, en plein défi post-COP21 de la transition énergétique, on est capable de réenchanter la ville et également de réenchanter la campagne et l'agriculture. Et vos propositions, elles sont là pour répondre au défi numéro 1 que les grandes villes vont devoir relever. En 2050, dans un scénario à 9 milliards d'habitants, plus de 70% de la population de la planète vivra dans les villes. Est-ce qu'elles sont adaptées? Non. On sait aujourd'hui que les villes, elles produisent jusqu'à 80% des émissions de gaz à effet de serre globales. Donc on sait que d'ici 2050, d'ici 35 ans à peine, on va devoir changer de modèle pour inventer une ville post-carbone, une ville post-fossile, une ville post-nucléaire et même une ville et une agriculture post-insecticide. Et donc finalement, c'est vrai que depuis 10 ans, je travaille sur deux grands domaines. Le premier, c'est la décentralisation énergétique. C'est le fait de dire que chaque bâtiment contemporain va devenir producteur de sa propre énergie. Il va même produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Ça s'appelle des bâtiments à énergie positive. Et d'un autre côté, on va viser ce qu'on appelle la désindustrialisation alimentaire, c'est-à-dire qu'on va quitter une industrie agricole basée sur la chimie pour passer à l'ère de la biologie et donc d'une agriculture biologique pour tous. Alors les villes de demain devront être intelligentes, c'est le terme que vous employez, vous êtes d'ores et déjà en train de les construire, ces cités de demain. Elles doivent être verticales et végétales. Expliquez-nous pourquoi ces deux-là. Donc, comme William Shakespeare le disait si bien, l'intelligence d'une ville, c'est d'abord celle de ses habitants. Et donc, on considère que pour abandonner le schéma que l'on connaît depuis 60 ans des villes qui s'étalent à l'horizontale et qui sont vouées tout à l'automobile, c'est-à-dire où principalement tout l'argent est mis dans les réseaux d'infrastructures, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec le Grand Paris. Les temps de transport. On veut finalement venir condenser le temps et faire en sorte que, par exemple, les Parisiens puissent vivre là où ils travaillent. Et donc, on propose de densifier les villes en général pour revenir au concept d'une ville pédestre, une ville peut-être où il y a plus d'innovation sociale, où on connaît mieux ses voisins, où on peut cultiver la terre et où on devient aussi finalement jardinier d'un écosystème qui vient revégétaliser la ville pour faire en sorte que grâce aux plantes, grâce à l'évapotranspiration des arbres, on puisse bioclimatiser naturellement l'atmosphère urbaine. Alors, spécialiste de l'urbanisation, vous connaissez bien les grandes villes du monde. La France est en retard, selon vous. Vous publiez chez Michel Lafon, Paris 2050, les cités fertiles face aux enjeux du XXIe siècle. Anne Hidalgo, elle a lu le livre ? En tout cas, elle l'a reçu et je pense qu'elle l'a lu parce qu'elle m'a envoyé un mot. Et je pense que la force de ce projet, c'était que le pouvoir politique a demandé aux architectes, aux urbanistes, aux ingénieurs de travailler en amont sur ce que pourrait être la ville de demain. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, particulièrement en Europe, on a besoin de se fixer un cap pour savoir où est-ce qu'on va
et comment on met en œuvre cette transition énergétique. Alors la difficulté à Paris, notamment, c'est de mixer les bâtiments existants et les bâtiments nouveaux, plus écologiques. Donc, on essaie de faire le contraire de ce qu'a fait Haussmann il y a 2 siècles. Vous êtes le Haussmann de 2.0, en quelque sorte. C'est un peu le Haussmann génération Y, où lui, il a, par exemple, rasé 75% de l'île de la Cité. Nous, on dit que évoluer, c'est plutôt garder le meilleur de chaque époque et venir les mixer pour construire notre avenir. Et donc, on considère qu'on peut garder les bâtiments haussmanniens, construire des bâtiments contemporains qui produisent l'énergie dont les bâtiments haussmanniens ont besoin. C'est ce qu'on a appelé la solidarité énergétique entre les différentes générations de bâtis. Alors vous imaginez par exemple une tour Montparnasse, on va la voir, recouverte d'une façade en bioréacteur d'algues vertes. Voilà, ça paraît un petit peu compliqué. En fait, ce que moi j'adore voilà. à Paris. Elle est beaucoup plus belle comme ça, je dois le dire. Donc on a voulu finalement créer un véritable Central Park, comme à New York, mais qui est rabattu à la verticale via un grand verger communautaire qui vient s'enrouler sur la structure existante en béton de la tour Montparnasse, pour finalement transformer cette tour qui a sonné le glas de la construction en hauteur à Paris dans les années 70 en un véritable jardin offert aux Parisiens, dont tous les déchets organiques des différents pommiers, poiriers et autres serviraient à chauffer et à éclairer la tour. La gare du Nord, 750 000 passagers empruntent les quais, vous nous le dites, et autant que ça serve à quelque chose. La gare du Nord, c'est effectivement la 3e plus grande gare mondiale en termes de trafic. Et si on utilisait les pas de ces 750 000 passagers journaliers en électricité, en recouvrant les quais de la gare du Nord et la Grande Halle de dalles piézoélectriques, on pourrait ainsi finalement simplement transformer les pas des êtres humains en voilà la gare énergie du Nord. Pour avoir un 10e arrondissement qui soit énergie positive. Qui soit énergie positive et grâce à un réseau électrique intelligent, il transmettrait son énergie à d'autres quartiers. Smart Grid, ou plus simplement, c'est un Facebook de l'énergie, où au lieu d'échanger vos photos de vacances ou vos bons petits plats, vous pouvez échanger avec les bâtiments voisins l'énergie que votre propre copropriété produit. Alors il y aurait aussi à Paris des matériaux bioluminescents, imitant les processus lumineux de certaines méduses ou lucioles, qui pourraient éclairer la capitale. Donc maintenant, c'est vrai qu'en pleine révolution énergétique, on essaie d'inventer des nouvelles sources d'électricité. Et on pourrait, par exemple, imaginer un éclairage urbain ou un éclairage des bâtiments grâce à des bactéries qui sont cultivées dans du double vitrage. Exactement les mêmes bactéries qu'on retrouve dans les lucioles ou dans certaines méduses bioluminescentes qu'on retrouve dans les océans. Et donc nous, notre rôle en tant qu'architecte, c'est finalement de dresser des ponts entre la recherche fondamentale scientifique en laboratoire et la recherche appliquée en industrie sur chantier. Vous voulez aussi transformer Paris en ville transpirante. Expliquez-nous en quelques mots ce que c'est. Aujourd'hui, on a une ville, l'une des villes d'ailleurs les plus minérales du monde. On a simplement 5 mètres carrés d'espace vert par habitant contre 35 mètres carrés à Londres ou 45 mètres carrés à Berlin. Et donc, cette ville est complètement imperméable aux futurs phénomènes de fortes pluies ou de canicules que l'on va connaître d'ici les 35 prochaines années. Si on vient recouvrir tous les toits de Paris, les façades de végétation, on a une ville qui est capable de boire finalement l'eau pluviale et de transpirer pour ainsi bioclimatiser l'air urbain et lutter contre ce que l'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain, qui fait qu'à minuit, par exemple, à Paris, on a toujours 5 à 10 degrés supplémentaires par rapport à la campagne. Vous voulez rapatrier l'agriculture au cœur de Paris en aménageant des toitures en potagers urbains. Vous dites que des fermes verticales pourraient produire 30% de l'agriculture biologique consommée par les Parisiens. Ça insinue qu'il y aura moins de voitures, parce qu'il faut que ce soit comestible quand même. Voilà, donc ça insinue qu'on va revenir vers une ville plus pédestre, effectivement, et une ville où on produit directement ce que l'on consomme comme alimentation biologique. Cela se fait grâce à des tours maraîchères, que l'on appelle aussi des fermes urbaines. Et ce type de ferme, on a proposé de les intégrer sur le boulevard périphérique, transformés donc en forêt maraîchère, et produirait ainsi une alimentation, des fruits, des légumes biologiques directement pour les Parisiens. Et donc on n'aurait plus besoin finalement de transporter la nourriture via les voies ferroviaires, fluviales ou aériennes. Alors vous dites la végétalisation de la ville, c'est pas un effet bobo pour rendre la ville plus jolie, c'est effectivement pour la rendre plus intelligente et plus agréable à vivre. De tels projets, parce que ça c'est Paris 2050, de tels projets existent-ils déjà ?
Nous, ce qui nous intéresse dans le projet Paris 2050, c'est de proposer des innovations fortes à partir de technologies qui sont existantes, en cours de commercialisation ou en cours de peaufinement dans les laboratoires. Et aujourd'hui, nous, on a des chantiers dans les pays émergents principalement qui prouvent que on est capable aujourd'hui de mettre en œuvre cette transition énergétique et de réenchanter nos villes. Le projet le plus avancé, c'est à Taipei, capitale de Taïwan. Oui, on a eu la chance en 2010 de gagner un grand concours international face à 2 prix Nobel d'architecture. En intégrant finalement ce que l'on appelle du génie bioclimatique au bâtiment. C'est-à-dire qu'on a prouvé à notre client qu'on pouvait faire un bâtiment qui divise par 2 sa facture énergétique en intégrant les règles du bioclimatisme et en intégrant les énergies renouvelables. Ce projet, il est en chantier depuis janvier 2012 et il sera livré fin 2016. Habitable en 2017. Habitable au cours, après le 2e semestre 2017. L'autre projet le plus avancé, c'est au Caire. Là, ce sera habitable en 2019. Et ce qui est frappant, c'est que le Caire, c'est pour vous la ville la plus mal construite à l'heure qu'il est. Le Caire, c'est vraiment le prototype finalement de la ville spontanée. Il faut savoir qu'on a 60% des bâtiments au Caire qui sont construits sans permis de construire. C'est complètement inimaginable pour un Européen. Et donc, au cœur de cette ville spontanée, on développe le projet de Gate Héliopolis, qui est un immense projet de 450 000 mètres carrés avec 1200 logements qui viennent recouvrir un centre commercial, un centre sportif, un centre culturel. Et le tout est enrobé finalement d'une grande canopée photovoltaïque. Donc un peu la même canopée qu'on retrouve aujourd'hui sur le chantier idéal, sauf que celle-ci produit toute l'énergie électrique nécessaire pour les appartements et également toute l'eau chaude sanitaire. Et alors, vous l'expliquez très bien, ce qui est génial, c'est ce paradoxe, c'est que par nécessité, les pays émergents qui sont les plus pollueurs sont aujourd'hui finalement les plus novateurs en termes d'architecture. On va regarder votre tout dernier projet. C'est le village vertical Hyperion, composé de 6 tours arbres de 36 étages qui culminent à 130 mètres. Voilà, c'est fabuleux. On se croirait dans un dessin animé. C'est vraiment notre dernier projet qui est le plus ambitieux. Pourquoi? Parce qu'il propose la construction de tours sans acier et sans béton. C'est-à-dire qu'on utiliserait la technique des charpentes bois en lamellé collé, qui donc proposerait un bâtiment construit en matériaux biosourcés. Donc on prélèverait ce bois dans des forêts éco-responsables, où on prend le soin de renouveler le bois qu'on prélève, et ainsi ces tours seraient finalement des puits de carbone où le bois en grandissant fixe jusqu'à 2 tonnes de CO2 par mètre cube. Alors que l'acier produit du CO2. À l'acier qui produit 1 tonne de CO2. On a donc un bâtiment vraiment biosourcé, qui intègre des énergies renouvelables et surtout qui intègre le concept de l'agroécologie, c'est-à-dire produire une agriculture à l'entrée des villes. Ici, on est en banlieue de New Delhi, en Inde. Et cette agroécologie permet de tisser du lien entre les consommateurs et les agriculteurs, à l'image un peu de la philosophie de Pierre Rabhi en France, qui prône justement le retour de la permaculture, où on est capable de produire jusqu'à 20 kilos de fruits et des légumes par mètre carré. On est donc presque 2 fois plus efficient que l'agriculture industrielle qui recourt systématiquement aux machines. Parce qu'effectivement, là, on l'a vu, il y a des parcelles en fait cultivables avec des productions de fruits et de légumes bio. Voilà. Donc ça veut dire que tout le projet est entouré de parcelles de vergers et de potagers. Et ces potagers poussent également sur chacun des balcons, proposant à chaque habitant de devenir le cultivateur d'une partie de sa propre alimentation. Alors, très intelligent, effectivement, pour produire de l'énergie renouvelable. Le quartier est entouré de lampadaires éoliens et les murs criblés d'écailles photovoltaïques et thermiques. Ça veut dire finalement que tous l'épiderme des futurs bâtiments qu'on imagine aujourd'hui sont producteurs d'énergie. On a prouvé par exemple que dans le projet de Paris, on pouvait construire des bâtiments qui produisent jusqu'à 300% l'énergie dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'ils gardent 100% pour eux et redistribuent 200% de cette énergie aux bâtiments existants. On arrive donc finalement, véritablement, à construire, à mettre en œuvre les intentions de la COP21 en étant sobre en carbone. Et l'eau est économisée à 90% grâce à des stations d'épuration. Voilà, donc en fait, dans le système des fermes verticales, on utilise simplement 10% de l'eau qui est consommée par l'agriculture traditionnelle. Et donc, on arrive véritablement à baisser complètement la consommation en énergie.
Voilà, ça c'est moins beau, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que dans vos villes, on a l'impression que tout est magique, tout est très vert. Nous, après, ce qu'on essaie de prouver, c'est mais... d'être aussi dans un pragmatisme économique en disant, oui, ces bâtiments, ils coûtent 20 à 30% plus cher à la construction. Mais cette plus-value initiale est impactée sur 10 ans d'exploitation où on fait des économies. Et donc, si, avec les politiques, on pense un urbanisme à moyen et à long terme et non pas à court terme, on va véritablement réussir ce challenge de construire des villes durables et écologiques. Et ça pourrait être pour quand, là, Hyperion, le projet Hyperion, ce sera pour 2020-2021. Vos projets pourraient permettre aussi de répondre à une autre urgence. Les réfugiés climatiques seront 250 millions en 2050. Et alors, vous avez inventé une cité flottante, écoutez bien, qui pourrait accueillir 30 000 immigrés climatiques. Son nom, Lillipad, et c'est une ville qui est inspirée des romans de Jules Verne. Racontez-nous. C'est vraiment une ville qui est vouée au nomadisme en mer et qui propose un habitat alternatif pour ces futurs 250 réfugiés climatiques. Ce sont ces citoyens qui vont devoir quitter leurs terres suite à la montée des eaux et à la salinisation de leurs terres agricoles. Ça représente plus ou moins 2% de l'Égypte, 7% des Pays-Bas, 20% du Bangladesh et jusqu'à 80% de l'archipel des Maldives. Au lieu de construire des plateformes sur pieux, comme les plateformes pétrolières, ou des immenses villes sous forme de palmiers construits sur des amoncellements de sable, comme on le connaît à Abu Dhabi, on propose, nous, de respecter les écosystèmes sous-marins par cette ville amphibienne qui est inspirée de la feuille de nénuphar géant Victoria regia d'Amazonie. Pourquoi un nénuphar, justement? Pourquoi un nénuphar? Parce qu'en fait, c'est la structure flottante la plus efficace au monde dans le milieu naturel, car quand on retourne cette feuille lisse vers le ciel, on a toute une structuration de nervures radiales et concentriques qui nous a permis, avec nos ingénieurs, d'inventer une ville qui plie mais ne rompt pas, qui est capable d'épouser les mouvements marins et même les tsunamis. Même les tsunamis, oui. Vous êtes sûr que c'est insubmersible? Voilà, donc on a fait des études en bassin avec une grande maquette de 2 mètres de diamètre pour montrer que cette ville pouvait déformer sa coque pour épouser justement le mouvement des marées. Et un tsunami, c'est sûr que ça peut résister à un tsunami. Après, effectivement, vu que cette ville est nomade, on peut la déplacer le long du littoral en cas d'incident climatique annoncé, en tout cas. Vous dites que c'est une vraie ville amphibienne, hein? Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, à l'image de ce que disait Jacques Rougerie, un précurseur de l'architecture navale en France, peut-être qu'un jour, nous ne serons plus des terriens, mais nous serions des mériens sur une autre planète bleue qui est recouverte à 70% d'océan. Donc peut-être que nous allons quitter la Terre pour venir cultiver des champs sur l'eau et pour venir adopter des nouveaux modes de vie éco-responsables qui puissent allier l'évolution économique de nos villes avec le respect complet de l'environnement. C'est déjà en fait la question que se pose des territoires qui sont limités sur le plan géographique, comme par exemple la Principauté de Monaco, comme Singapour, comme le Japon, qui tentent justement d'imaginer ce nouvel urbanisme amphibien. Ce que vous imaginez, c'est évidemment, on s'en doute, à l'origine, il y a vos études d'architecte qui sont très précises, mais tout cet imaginaire, qu'est-ce qui vous a permis de le développer? En fait, cet imaginaire, en pleine crise de l'emploi actuelle, il provient de la transdisciplinarité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré qu'en tant qu'architecte, je ne pouvais pas être omniscient, je ne peux pas tout connaître. Mais donc, ma force, c'est de m'allier avec des scientifiques, avec des ingénieurs, avec des universités du monde entier, et en croisant nos savoirs, en croisant nos cultures, on est capable finalement d'inventer des prototypes urbains qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc c'est vraiment le grand avantage que nous on a, la génération Y, la génération 2.0, de venir finalement croiser ce savoir pour accélérer l'innovation et démontrer au pouvoir politique et économique que oui, on est capable finalement de se réinventer complètement. Face justement au conservatisme, face aux pesanteurs, vous vous découragez jamais? En France, c'est un peu compliqué parce que, comme le dit si bien le chat de Philippe Geluck, il paraît qu'en France, même le futur était mieux avant. Et donc, face à cet hyper-conservatisme, nous, on cherche justement des collaborations internationales pour dire que oui, en France, même devant la force des lobbies, on est capable de changer de modèle. Et que ce changement de modèle va créer plein de nouveaux emplois, va créer plein de nouvelles perspectives économiques dans le cadre de la croissance verte sur les continents ou de la croissance bleue
sur les océans. Et ce changement, donc aujourd'hui, il est tiré, je l'évoquais tout à l'heure, par nécessité par les pays émergents. Voilà, il est imminent parce que nous sommes au pied du mur. Donc aujourd'hui, les énergies fossiles, par exemple, n'ont jamais été aussi peu chères. Donc on peut se dire, on va remettre à plus tard l'utilisation des énergies renouvelables, mais on hypothèque le sort des générations futures. Donc pour moi, ben non, on met les mains dans le cambouis, on y va et on réinvente cette architecture dans laquelle on vit 24 heures sur 24, au boulot ou dans notre vie de famille. On vit toujours entouré de l'architecture et parfois en tant que citoyen, on ne se rend pas compte à quel point elle peut influer non seulement notre qualité de vie, mais également notre humeur, notre confort, notre bien-être psychologique. J'aimerais qu'on voit pour finir quelques images de vos projets qu'on a vus tout au long de cette interview. Vous pensez vraiment que le monde de demain sera ce monde-là qui, effectivement, là n'est que dessin, mais est-ce que vous pensez qu'on va y arriver au niveau mondial, hein? Oui, je pense qu'on va y arriver. C'est déjà en cours dans les pays émergents où, effectivement, contrairement à ce qu'on pense d'ailleurs en Europe, ils ont vraiment une ou deux longueurs d'avance. En Europe, ce qui est spécifique, c'est que finalement, le mot rêve ou le mot utopie sont deux mots qui sont presque devenus un tabou. Parce que, en pleine crise, il faut être hyper pragmatique. Mais finalement, des citoyens qui n'arrivent plus à fantasmer leur ville n'arrivent plus à se fixer un cap. Et donc, moi, ce que je dis souvent, dans les cours à l'université, dans les écoles primaires ou dans les collèges, c'est qu'il faut réapprendre à rêver. Il faut que le mot progrès, finalement, redevienne porteur d'espoir et d'innovation pour l'ensemble de la collectivité. Merci infiniment, Vincent Calbot, d'être venu sur LCI. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. On se retrouve demain, tout de suite le 12-14. Bonne journée.